Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes de retour en direct depuis Rabat où se tient le 10e congrès des experts comptables. Pour continuer le débat sur la thématique des talents, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau monsieur Hicham Zouanet, Zouanet Rani Al Tarif, qui est le président de la commission sociale de la CGM. Bonjour. Bonjour Al-Hayat, c'est un plaisir toujours de parler avec vous, d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, vous étiez intervenant dans le cadre du panel, donc on va continuer un peu d'approfondir la question des talents par rapport à tous ces chamboulements qu'il y a aujourd'hui. Vous avez parlé en fait dans le thème, dans le panel, par rapport à la technicité et l'avenir d'IALA. Et du coup, ma question, on va l'élargir un peu à toutes les entreprises. De votre point de vue et du point de vue de l'entreprise en général, est-ce que la technicité a toujours un avenir, sachant que l'IA peut remplacer plusieurs aspects techniques? Alors, une question très intéressante à poser. Je vais essayer de la disséquer en deux temps. Est-ce que la technicité et l'expertise en général ont de l'avenir? Oui, ils ont toujours leur place, mais ça dépend de ce qu'on appelle l'avenir. Dans les entreprises, on aura toujours besoin d'expertise et de technicité. Sauf que, de plus en plus, avant même l'avènement de l'IA, tout ce qui est transactionnel, qui n'a pas besoin de trop d'analyse de l'homme dans l'entreprise, il devient sujet à externalisation dans le cadre de ce qu'on appelle les shared services. Tout ce qui est transactionnel, que ce soit la paie, que ce soit la tenue de la comptabilité, tout ce qui est vraiment transactionnel, parce qu'il obéit à un référentiel normatif, tout le monde peut le faire, et maintenant on le fait en service partagé, une meilleure efficacité. Et maintenant, on aura toujours besoin d'une expertise et d'une technicité qui traite également des données. Il y a de l'analyse après, et ça, elle a toujours sa place. Elle est très critique dans l'entreprise. Certaines entreprises demandent à avoir 20% d'expertise dans les effectifs, d'autres dans le luxe ou bien dans, par exemple, les parfums, ils ont besoin de plus de 40, tout ce qui est R&D, ils sont beaucoup plus énergétivores en la matière. Sauf que, si vous me dites, est-ce qu'elle a de l'avenir pour faire du career path general management, est-ce qu'elle est destinée à vous propulser vers des postes de DG? Je vous dis définitivement non, parce qu'elle est largement plantée par la dimension leadership et pour les aspects managériaux. D'accord. Justement, aujourd'hui, vous êtes aussi recruteur. Si vous avez deux profils techniques, qu'est-ce qui va faire la différence pour voilà, trancher vers tel ou tel profil? Alors pour moi, la question est très facile. Ce qui n'est pas le cas, elle n'est vraiment pas évidente dans notre entreprise, et je vais vous dire pourquoi. Entre deux profils techniciens, je choisirais celui qui a le plus de soft skills, c'est-à-dire celui qui va s'insérer le mieux et s'intégrer le plus facilement chez moi, avec de l'esprit d'équipe, avec de l'agilité, avec de la pensée critique, avec tout ce qui est openness, ouverture. Dans d'autres entreprises, les métiers, lorsque la fonction RH est faible, lorsque vous avez un DRH qui ne s'impose pas, un recruteur qui n'a pas la capacité de donner son point de vue, le métier exige plus quelqu'un qui est technicien par rapport à quelqu'un qui est moyen. Moi, je vous dis, je vais vous choquer, entre quelqu'un qui est excellent sur le plan expertise et quelqu'un qui est moyen, je prendrai toujours celui qui est moyen avec de meilleurs soft skills, parce que la technicité, ça s'apprend. En 6 mois, 1 an, il deviendra excellent. Par contre, les soft skills, ils ont du long terme en termes du développement. Tout à l'heure, on avait Sichevi ici sur le plateau, il avait parlé de talent hybride. Je veux mettre cette notion en lien avec il y a quelques années, jusqu'à récemment, on opposait plus ou moins le technique avec le polyvalent. Le profil qui est technique avec un profil polyvalent. Est-ce qu'on peut considérer ce que vous appelez aujourd'hui profil moyen? C'est cette polyvalence de quelqu'un qui a la capacité de le mettre un peu, de le placer dans plusieurs métiers ou plusieurs services dans l'entreprise? C'est deux choses différentes. Le polyvalent, c'est une tendance. Les gens ont besoin de c'est plutôt de l'agilité augmentée. C'est-à-dire, la polyvalence augmentée, c'est de l'agilité. C'est ce qui vous donne des chemins de carrière vers du soft skills, vers des postes. L'expertise, elle est beaucoup plus confinée à de la technicité. Donc pour moi, c'est deux zones. Deux choses différentes. On parle d'IA, on parle de data, on parle de maîtrise de nouvelles technologies qui sont aussi une expertise. Mais aujourd'hui, on demande justement aux talents, même s'ils ne sont pas spécialistes, d'avoir ces compétences-là, d'être à l'aise avec la gestion des outils IA. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans les cadres des entreprises, dans le process de recrutement, la maîtrise de l'IA et de la data sont
des demandes explicites au niveau des fiches de poste de recrutement? Et il y a peu de temps, la réponse était non. On n'exigeait pas. Et plutôt la réponse plus spécifique, ça dépend des postes. Il y a des postes où on exigeait une maîtrise ou bien une facilité à utiliser l'IA, etc. Et dans d'autres, lorsque franchement quelqu'un il est loin de tout ça, on ne l'exige pas. Mais c'est révolu. D'accord. Maintenant, la maîtrise de l'IA ou bien le digital skills en général passe de compétences spécifiques à des compétences génériques à demander à tout le monde. D'accord. Du coup, si l'entreprise a un effectif qui est déjà recruté, mais qui n'a pas ses capacités, donc on est obligé de passer plutôt par la formation, plutôt que le renouvellement des effectifs. Ce qui me pousse à peut-être ressortir un sujet sur lequel la CGM a toujours milité, c'était la réforme du système de formation continue et aussi l'adaptation des formations par rapport aux besoins des entreprises. Sur ces deux thèmes, quelles sont les évolutions? Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, vous avez posé deux questions. Oui. Ouais, la première, elle est importante. On doit cesser de continuer à produire des gens qui ne s'insèrent pas dans le marché. Et ça, c'est la question que vous avez posée sur l'adéquation. Pour cela, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait plus de proximité entreprise, université et business school. Et ça ne passera pas au-delà de ça. Deuxième question, c'est vous avez déjà un stock en termes de ressources chez vous et comment on va les développer, les former. Pour être honnête avec vous, tout le monde n'est pas développeur. D'accord. Il y a deux chemins maintenant pour le développement. Il y a ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Il y a des gens qui sont upscalables, qu'on peut développer rapidement parce que peut-être l'âge, peut-être l'ouverture d'esprit, peut-être la facilité à utiliser des outils est là. D'autres, ils le manifestent clairement, ils ne peuvent pas passer le cap, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne servent à rien. Au contraire, la dimension reconversion, et ça passe par la formation, les deux passent par la formation, on les développe, on les reskill, reconvertit et on les développe en termes d'upskilling par de la formation. Et donc, ils prendront des chemins différents jusqu'à l'avènement de la génération Z qui est à la porte des recrutements, où il n'y aura plus ce phénomène de reskilling et plus de résistance au changement parce que ce sont des digital natives. Exactement. Maintenant, le levier pour faire tout ça, c'est de la formation continue. Ça fait 20 ans que j'assiste à des débats intestins, à des querelles entre, en général, l'entreprise et l'administration de la formation. Je ne veux pas jeter l'anathème ou bien jeter la pierre à quiconque. J'ai une transversalité en termes de postes au niveau d'un conseil d'administration qui est l'OIT, où je vois les pays quadrupler, quintupler leur budget de formation pour faire face à de l'upskilling et du reskilling. Au Maroc, ça fait 20 ans qu'on se bat pour un manuel de procédure des remboursements des contrats spéciaux. C'est grave. À mon avis, il faut qu'il y ait plus d'auteur, plus de vision et plus de mindfulness et de pleine conscience de ce qu'on vit en termes de risques et d'enjeux. Et dépasser ces querelles-là, reposer l'OFPT sur un autre cadre de gestion vers une SA avec une administration beaucoup plus fluide et laisser l'OFPT gérer que la formation initiale et laisser cette SA avec une gouvernance tripartite, étatique, privée et OFPT, gérer la formation continue avec des process beaucoup plus fluides que de le mettre dans ce carcan administratif qui n'a rien donné depuis 20 ans. Et il n'y a encore aucune évolution à essayer? Si, il y a des discussions, franchement, les derniers mois, moi, pour la première fois, j'ai vu une forme de prise de conscience et d'évolution pour ne se battre plus sur du 30%, 70% remboursement sur le manuel de procédure, où on veut relever le niveau. Je l'ai vu à un très haut niveau, au niveau du gouvernement marocain, qui prennent les choses au sérieux, et le ministère de tutelle aussi. Et je crois que dans les prochaines semaines, vous allez voir le début de ce projet de refonte de la gouvernance de l'OFPT et de la formation continue au Maroc. D'accord, nous allons suivre, Inch'Allah, avec vous. Monsieur Zouanet, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir partagé toujours. Chers lecteurs de Média 24, je vous dis à tout à l'heure, restez connectés.